Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de politique aujourd'hui, on va parler de programme, on va parler du Rassemblement National. Est-ce qu'il va finir par prendre le pouvoir ou pas ? Peut-être pas. Et pour ça, j'ai un invité prestigieux, Bruno Gollnisch, vous le connaissez tous, il a été délégué général du Front National, époque Jean-Marie Le Pen, député européen dans nombre d'années. Bonjour Bruno Gollnisch, comment allez-vous ? Mais très bien, je vous remercie. Enfin, je coche toutes les cases de la comorbidité, comme on disait à l'époque du Covid, mais ma mort ferait trop plaisir à mes ennemis, et ça m'aide à me maintenir en forme. Vous êtes en forme, vous êtes quand même très en forme. Ben oui, pour cette raison, essentiellement. Dites-moi, quelle est la différence entre justement le RN 2024 et le Front National du 21 avril 2002 ? Il y a beaucoup de différences. D'abord, c'est pas forcément les mêmes personnes, parce que le temps faisant son œuvre, 22 ans après, il y en a qui ne sont plus là, qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés, je m'en réjouis. Je pense qu'il y a une différence presque plus marquée chez nos adversaires. Moi, quand en 2022, durant l'entre-deux tours, ils ont fait régner une atmosphère véritablement révolutionnaire, qui m'a rappelé tout à fait mai 68. Ça ne m'impressionnait pas plus que ça, mais on peut dire sincèrement que durant cet entre-deux tours, aucune des règles constitutionnelles, légales, réglementaires n'a été respectée. Tout a été outrageusement violé, y compris par la violence physique, d'ailleurs, sans compter les manifestations, etc. J'avais dit, ça ne pourra pas se reproduire éternellement. Et je prenais comme exemple une fable que me racontait ma bonne grand-mère, qui était celle de Guillou qui criait au loup. Guillou voulait se moquer des villageois de son village, il crie au loup, les villageois sortent avec des bâtons, des fourches, etc. Et il n'y a pas de loup, et ça fait rigoler Guillou. Il recommence une deuxième fois, au loup, là encore les villageois sortent, etc. Et puis un jour, Guillou rencontre le loup, dont nous venons de savoir par un incident déplorable qui est survenu hier d'ailleurs, au parc de Thoiry, du cher comte de la Panouse, que ce n'est pas l'animal inoffensif que nous dépeignent les écologistes qui le voient comme craintif, peureux. Non, il y a une personne qui a franchi, une dame qui a franchi 3 barrages pour s'en approcher, peut-être pour les caresser, et les loups ont commencé à la manger. J'espère qu'elle va survivre à ses blessures, c'est pas évident. La troisième fois, Guillou crie toujours au loup, et il y a vraiment un loup, là. Mais plus aucun villageois ne sort, et Guillou est dévoré par le loup. Voilà. Alors, je ne sais pas si le loup, c'est le RN, en l'occurrence, mais je crois que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que toute cette rhétorique de l'antifascisme, voilà, il y en a qui s'engagent dans la résistance à un ennemi heureusement vaincu il y a 70 ans, ou quelque chose comme ça. Bon, tout ça, c'est quand même très usé. Quant aux accusations d'antisémitisme, etc., je crois que l'extrême gauche et la gauche en ont leur lot de leur côté, qu'ils se débrouillent avec ça, comme le capitaine Haddock avec son scotch dans son avion. Oui, parce que ce qui est surprenant, c'est que, bon, alors certes, il y a quelques pétitions de certains artistes, et encore, pas les artistes les plus connus. C'est pas tous. Pas tous, c'est pas les plus connus. Non. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose par rapport à 2002, il n'y a pas de très grandes manifs. D'ailleurs, il y a quand même des manifs qui dégénèrent. Et oui, mais ça rassemblait que 200 000 personnes en France, toute la France. C'est quand même beaucoup, mais c'était 10 fois plus à l'époque. Absolument, je ne suis pas sûr que le Rassemblement National pourrait mobiliser 200 000 personnes, parce que malheureusement, l'habitude s'est perdue pour diverses raisons, des manifestations telles que le défilé de Jeanne d'Arc, qui était un défilé paisible et bon enfant, la fête des Bleus, Blancs, Rouges, qui réunissait énormément de monde et qui permettait justement aux adhérents, aux militants, aux sympathisants de prendre conscience de leur force. Ce n'est plus certainement, si ça n'a jamais été d'ailleurs, un mouvement de masse. Bon, mais je pense que le calcul, c'était quand même qu'il y ait un certain nombre de débordements et des propos tels, d'une violence telle, que l'on fasse craindre aux Français une guerre civile.
et que les bourgeois se disent, comme un peu en 2002 d'ailleurs, oh là là, c'est pas tellement qu'on aime M. Macron, mais enfin, c'est peut-être un moindre mal, parce que si on vote pour le RN, ce qu'on aurait peut-être bien envie de faire, la gauche va faire régner une atmosphère de guerre civile. Il y a quand même ça. Mais enfin, c'est incomparablement moins qu'en 2002. J'ai quand même l'impression que la gauche n'a plus cette puissance-là. Oui, par rapport à peut-être il y a 20 ans. Heureusement qu'elle est discréditée quand même, parce que quand on voit... même sur le terrain. Hein. Quand on voit, je m'excuse, mais je vais être un peu... Je vais être méchant, mais quand on voit leur tête, ça donne pas tellement envie, quoi. Je parle même pas de leur programme, enfin bon, leur tête, leur tenue, leurs attitudes, voilà. Et puis les divisions entre eux, l'écologie punitive, qui est un repère pour l'extrême gauche. En réalité, le noyautage trotskiste, tout ça n'est quand même pas très motivant pour une personne sensée. Alors, nous parlerons de tout ça dans 3 minutes, mais avant ça, je vais présenter tous ceux qu'il y a autour de la table, nos invités. D'abord, Maître Deveul. Comment ça va, cher maître ? Ça va. Là, enfin l'été. Enfin l'été, oui, c'est vrai. On nous avait dit qu'on assistait à un réchauffement climatique. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où ça se réchauffe, vraiment, puis d'autres endroits où c'est plutôt froid. C'était plutôt froid. Attention, comme disent les écolos, ne confondez pas climat et météo. Quand il fait froid, c'est à cause de la météo. Et quand il fait chaud, c'est parce que c'est le climat. Voilà. Ne l'oubliez jamais. Très bien. C'est vrai que je pense à tous ces slogans-là quand on est habillé comme en hiver jusqu'à tardivement au mois de juin. À Paris et dans une toute... Bon, vous avez des choses à dire aujourd'hui ? Probablement. J'aurai des choses en complément. Très bien. Avec plaisir. Merci, cher maître. En face, nous avons notre ami Franck Lerekessou, patron de la société civile pour l'Union nationale. Comment ça va, Franck ? Ça va très bien, Mike. Merci de l'invitation encore une fois. Puis une semaine du premier tour, d'un premier tour historique, donc motivé. Vraiment historique, là, on peut dire qu'on n'a jamais connu ça. Si, peut-être, mais dans un lointain passé. Non, je crois aujourd'hui, avec le choix qui s'offre aux Français, c'est historique. Il peut se passer quelque chose de très grave et très inquiétant si la gauche radicale, puisqu'aujourd'hui ce n'est qu'une gauche radicale, puisque même François Hollande, ancien président, a rejoint la LFI et leur monstruosité. Donc oui, je pense que c'est historique pour les Français. Bon, j'espère bien t'entendre ce soir-là. À ta droite, tu as Philippe Perlin, l'homme à la cravate d'or, mais qui a un peu pâli aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bitcoin est un peu affaibli, mais bon, ah ouais, là, rien de grave. T'es pas content. Enfin, c'est comme un thermomètre, ta cravate, en fait. Voilà. Plus elle est or, plus le Bitcoin monte. Voilà. C'est ça, il faut regarder ta cravate. Un petit peu terne aujourd'hui. Mais on s'inquiète pas. Donc, éditorialiste ici. Édito, eh bien, on va parler là, du programme économique qu'a présenté Jordan Bardella ce matin même. Justement, j'allais poser c'est la première question, mais bon, on n'a pas parlé que d'économie. Enfin, oui, il a tout présenté, mais moi, je vais axer ça sur l'économie. Voilà. Donc, tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Philippe. Tiens, je vais rebondir sur ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse de Jordan Bardella ? Mais je n'y ai pas assisté, malheureusement, donc je ne suis pas en mesure de vous la commenter. Bon, je regrette beaucoup, mais si vous me dites ce qu'il y a dedans, je serai peut-être en mesure de vous répondre. Mais non, on va parler. Non, voilà, on va laisser la chronique économique il est encore un petit peu trop tôt pour que je m'exprime sur le sujet. Mais est-ce que pour vous, Bardella, il est prêt pour être Premier ministre ? Est-ce qu'il a les épaules, d'ailleurs, pour ça ? Oui, je pense qu'il a beaucoup de qualités humaines. Ceci étant, il est conscient qu'évidemment, on ne peut pas être en même temps aussi jeune qu'il l'est et être plein d'une expérience longue, évidemment. Mais je pense qu'il a des qualités de caractère, aussi bien dans la forme que dans le fond. Ceci étant, ça va dépendre aussi des personnes dont il saura s'entourer. Et je dois dire, il y a beaucoup de talents et de compétences au Rassemblement national, ou dans la mouvance du Rassemblement national. Mais ce n'est pas d'hier, contrairement à ce que racontent en boucle tous les commentateurs. Moi, je sais, par exemple, en 2002, puisque vous évoquiez 2002, excusez-moi de parler de ce que j'ai connu, Jean-Marie Le Pen avait dit, si je suis élu, mon Premier ministre sera Bruno Gollnisch. Inutile de dire que ni lui ni moi
nous pensions la chose possible. Et je disais plaisamment autour de moi que je doutais que je puisse aller à l'hôtel Matignon dans la mesure où ma femme n'aimait pas la couleur des rideaux. Bon, il y avait beaucoup d'autres raisons qui rendaient cela impossible. Mais je dois vous dire que si par extraordinaire la chose s'était produite, en un quart d'heure sur le coin de la table, je pouvais rédiger un gouvernement de gens dont les compétences n'avaient l'expérience, la valeur personnelle, n'avaient rigoureusement rien à envier aux précédents titulaires. C'est-à-dire que oui, parce que les médias à l'époque, je me rappelle, ils disaient « Ah, mais ils n'ont pas de ministre d'Intérieur, pas de ministre de l'Économie. » Ça, c'est faux. Tout à fait faux. Tout à fait faux. Parce que on aurait mis Thibault de la Tocquenay, industriel, créateur d'entreprises, etc. à l'industrie, Marie-France Tirbois à l'intérieur, Jean-Claude Martinez, professeur de finances publiques aux finances, etc. Il y avait aucune difficulté. Nous avions de grands avocats, je ne sais plus, est-ce que Georges-Paul Wagner était encore de ce monde? Il aurait fait un excellent ministre de la Justice, etc. Enfin, il y avait pléthore de talents. Mais comment vous expliquez que ce serait Jordan Bardella, le Premier ministre, et pas Madame Le Pen? Est-ce qu'on assisterait à une sorte de baladure Chirac 30 ans après? Non, je pense que c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que Marine Le Pen est sans doute consciente, au vu de l'expérience, moi je l'ai vécu en tant que jeune député entre 86 et 88, quand la gauche, arrivée au pouvoir en 81, se représente aux élections de 86 totalement discréditée par ses échecs, etc. Elle perd les élections. Mitterrand feint de prendre acte de la volonté exprimée, nomme Chirac Premier ministre, et ensuite lui met du bâton dans les roues, ce qui était d'autant plus facile que d'ailleurs Chirac n'avait aucunement l'intention de réaliser les réformes auxquelles il s'était engagé sous la pression du Front National. À part une, c'est la réforme du mode de scrutin pour assurer l'élimination du Front National de la vie parlementaire. Donc, et puis 2 ans après des difficultés rencontrées par le gouvernement, eh bien, Mitterrand repasse comme dans un fauteuil. Donc, avec baladure, etc., ça s'est renouvelé. Le poste de Premier ministre n'est pas le meilleur pour préparer l'élection présidentielle. Et donc je suppose que Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont entendus sur ce point. Parce que c'est quoi la différence, hormis idéologique, entre Madame Le Pen et son père? Est-ce qu'elle, on a l'impression, peut-être de l'extérieur, moi je dis ça de l'extérieur, qu'elle a peut-être une vraie envie de rentrer à l'Élysée, de prendre le pouvoir? Qu'elle l'est, sans aucun doute. Je pense qu'elle a une ambition qui est légitime, d'ailleurs. Si vous faites de la politique simplement pour encaisser des indemnités parlementaires ou autres, sans vouloir prendre le pouvoir, vous trahissez votre fonction. La seule finalité légitime de la politique, qu'on soit, s'il s'agisse d'un maire d'un petit village, qu'il s'agisse d'un président de conseil départemental ou autre, c'est d'exercer les responsabilités auxquelles on a postulé. Mais quant à Jean-Marie Le Pen, alors ça c'est une légende au sujet de laquelle il s'est d'ailleurs entretenu avec moi. Il m'a dit un jour, tu te rends compte, ils disent tous que je ne voulais pas du pouvoir. Comme si on me l'avait présenté sur un plateau d'argent. Monsieur Le Pen, voici le pouvoir, en voulez-vous? Et que j'ai juste répondu non, merci, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, en réalité, quand on voit justement l'entre-deux-tours que j'évoquais tout à l'heure et la façon dont ils ont violé outrageusement toutes les règles de droit, la partialité, les persécutions judiciaires, les manifestations physiques, jusque encore en 2014 ou autre. Je me souviens encore à cette époque-là, un meeting que je tiens à Grenoble dans le cadre parfaitement légal, pacifique, dans des locaux retenus, loués, à Grenoble, dans le cadre de la campagne européenne. Cette réunion est physiquement
agressé ou menacé. Voilà. Ça a été comme ça pendant des années. Pratiquement 2 réunions publiques sur 3 que nous tenions faisaient l'objet d'agressions physiques ou de tentatives d'agression phisique. C'est à cause de ça, justement, qu'il n'a pas réussi à devenir président, ou peut-être lui manquait-il quelque chose ? Non, je crois pas. Je crois qu'il avait un charisme et des talents très réels, et il avait su s'entourer de gens, quand même, qui avaient aussi des talents et des compétences. Je ne parle pas pour moi, mais pour mes camarades ou mes collègues. Et non, je pense que les circonstances n'étaient pas propices. Je pense que la diabolisation... Il est venu trop tôt. La diabolisation... Non, il n'est pas venu trop tôt, parce que s'il n'était pas venu, il n'y aurait pas le succès qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en réjouis, mais un certain nombre de jeunes gens, ou de gens moins jeunes, mais quand même très jeunes dans le combat politique, qui arrivent, qui s'installent quelquefois dans un siège de député ou de conseiller régional, et qui trouvent ça tout à fait naturel, qui pensent que c'est grâce à leur talent ou à leurs compétences, mais enfin, qui oublient, qui pourraient avoir tendance, peut-être pour quelques-uns du moins, à oublier que tout ça n'a été possible que grâce à un labeur et une persévérance absolument incroyable qui a fait d'une formation politique tout à fait marginale le porte-parole d'un Français sur 3. Ah oui, c'est-à-dire que la victoire, s'il y a en 2024, ce serait aussi la sienne. Oui, absolument, absolument. Il en est conscient d'ailleurs. Je l'ai vu avant-hier lors d'une réunion très sympathique à l'occasion de son 96e anniversaire. Voilà, il suit tout ça avec beaucoup d'attention. Il est encore en forme. Il est encore en forme, oui. Il est un peu fatigué, hein, assurément. Il ne tiendrait pas des grands discours comme il le faisait autrefois même. Mais il a toute sa raison. Mais qu'est-ce qu'il en pense justement de cette situation ? Qu'est-ce qu'il se dit, voilà, là, ils sont le RN est aux portes du pouvoir, c'est quand même pas rien, c'est quand même l'accomplissement d'une vie. Bien sûr, oui, c'est sûr, mais je crois qu'il reçoit ça avec beaucoup de calme. Il dit maintenant, compte tenu de mon âge, je ne puis plus être que le témoin de ces événements, voilà. Mais évidemment, je lui dis, mais écoute, maintenant, même Julien Drey parle comme Le Pen. C'est vrai, ça le pire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Il sourit à ce genre d'évocation. Qu'est-ce que doit faire M. Bardella lorsqu'il sera, enfin, s'il devient Premier ministre? Quelle doit être la mesure phare de son gouvernement? Je ne m'en suis pas entretenu avec lui. Mais d'après vous, je pense qu'il y a... je crois qu'il faut mettre en œuvre tout de suite la question de l'expulsion des délinquants étrangers, à mon avis, parce que ça manifestera notre fermeté, et sur le plan interne, la volonté de rétablir la sécurité, ça ne suffira pas. Parce qu'il y a des voyous bien de chez nous, naturellement. Bien sûr. Je ne prétends pas que tous les étrangers soient des délinquants, n'est-ce pas, ni que tous les délinquants soient étrangers. Mais cette expulsion est absolument nécessaire. D'abord, ça fera beaucoup de place dans nos prisons. Et puis, ça manifestera aussi notre fermeté sur le plan international. Parce que si les pays dont ces délinquants étrangers sont originaires refusent de les récupérer, contrairement à ce qu'exige le droit international, qui veut qu'on récupère ces ressortissants. À ce moment-là, il faudra faire preuve de fermeté, ce qui sera beaucoup plus facile qu'on ne le dit. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas récupérer vos voyous, ben, il n'y aura plus de visa. Et si ça ne suffit pas, eh bien, nous interromprons les versements, les virements internationaux depuis notre pays à destination du vôtre. Bon. Et puis, les crédits de la coopération seront gelés. Par conséquent, je n'ai aucun doute que cela peut se faire assez facilement, assez rapidement, de façon assez manifeste, et ça va donner, si cette mesure est prise, à mon avis, elle va donner à réfléchir à beaucoup. Oui, parce qu'il ne faut pas être comme Madame Meloni, c'est-à-dire apporter une forme d'espoir et en fin de compte derrière amener 500 000 personnes. Contrairement à ce que l'on entend partout sur les ondes, Madame Meloni fait pas mal de choses.
Et là où elle en a été empêchée, c'est pas de son fait, c'est pas du fait de son gouvernement, c'est même pas du fait de la majorité parlementaire, c'est des faits du gouvernement des juges, etc. Bon, évidemment, c'est un obstacle que va rencontrer assurément Jordan Bardella. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de faire des nominations sérieuses et pluralistes dans la section du contentieux du Conseil d'État, car vous savez que le Conseil d'État, c'est multiforme, c'est le conseiller du gouvernement. Il n'y a qu'une partie du Conseil d'État qui fonctionne comme juridiction administrative suprême, c'est la section du contentieux. La section du contentieux a été noyautée par la gauche. Pourquoi ? Parce que la droite, les conseillers d'État de droite préféraient trouver de juteux pantouflages dans des entreprises anciennement nationalisées, dans diverses autres fonctions. Alors je crois qu'il faut s'occuper sérieusement de cela, il faut s'occuper sérieusement de l'école de la magistrature, que ça cesse d'être un foyer de formation de juges gauchistes, il faut s'occuper sérieusement du syndicat de la magistrature, qui a pris des positions politiques, c'est totalement inadmissible. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire tout de suite, parce que ça, j'imagine que c'est sur le long terme. Tout ce qui est justice. Plus ou moins long terme. Mais les gens, j'imagine que les gens. Et puis il ne faudra pas hésiter à passer des lois de règlement, ce qu'on appelle des lois de règlement, si le Conseil d'État annule une mesure. Et j'imagine que les gens, eux, vont juger. Vous savez très bien que toute la tambouille politique interne. Vont juger très rapidement. Vont juger sur le tout de suite. Oui. Et malheureusement, le noyautage de la gauche. Dans la magistrature et dans plein d'autres corps. C'est certain, c'est ça, c'est la grande difficulté. Bien sûr, il y aura aussi, à mon avis, un certain nombre de mesures à annoncer sur le plan du commerce international. C'est-à-dire qu'il faudra être très ferme en disant que nous refusons désormais le libre-échange qui consiste à mettre des entreprises surchargées de normes, de charges, de règles, de contraintes, notamment par l'Union européenne, en concurrence directe avec des entreprises de pays qui n'ont ni les mêmes normes, ni les mêmes charges, ni les mêmes règles, ni les mêmes contraintes. Je crois qu'il faudra aussi peut-être dire très clairement à ces messieurs du MEDEF, qu'ils sont bien gentils de dire qu'ils ont besoin des travailleurs immigrés, en réalité pour sous-payer le travail manuel, disons les choses clairement, et en reportant les coûts de cette importation de main-d'œuvre, en quelque sorte, sur la collectivité. Parce que pour un travailleur immigré qui est payé peut-être en dessous de ce qui devrait être, sous prétexte de rendre l'entreprise compétitive, ce sont les frais de scolarité de ses enfants, les allocations familiales, les frais de logement, tout ça sont à la charge de la collectivité. Donc il faut que cela cesse aussi très rapidement. Comment vous jugez la campagne de M. Bardella ? Je trouvais que c'est très intéressant le fait qu'il ait demandé cet audit, parce que c'est évident que cette dissolution, c'est aussi une forme de piège pour le Rassemblement national, pour dire tenez, voilà le pouvoir et débrouillez-vous avec ce que j'ai fait. Quoi. Bien sûr. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Bien sûr. Donc, comment vous jugez justement cette façon Je pense que c'est une mesure de prudence élémentaire. Ce qui me gêne un petit peu, c'est, alors on dit les renoncements, etc. Il s'est justifié là-dessus d'ailleurs, je crois. Je n'ai pas encore pu analyser exactement ses propos. Mais ce qui arrive, à mon avis, ce que l'on paye, ça je l'avais dit à Marine Le Pen à plusieurs reprises, c'est l'absence de toilettage de notre programme au fur et à mesure de nos divers congrès. Sous Jean-Marie Le Pen, il y avait un programme du Front National, les commentateurs malveillants ou ignorants, les deux qualités pouvant parfaitement se confondre, disaient ils n'ont pas de programme. C'est tout à fait faux. Nous avons un programme extrêmement précis, chapitre par chapitre, concocté avec des spécialistes. Je le sais, puisque j'en étais notamment chargé avec Jean-Yves Le Gallou, avec des spécialistes, soumis en divers forums de notre congrès, adopté par celui-ci, ce qui fait que il y avait un état précis de la situation, il y avait nos propositions, les explications de nos propositions, et on avait ça en permanence. Et là, maintenant, on a l'impression d'une certaine volatilité. Le programme, c'est ce que l'on présente
avant une élection. Avant une élection présidentielle, évidemment, Marine Le Pen a présenté un certain programme. Alors, qui n'est pas forcément celui de Jordan Bardella, ce qui permet là aussi aux commentateurs malveillants de dire, ben, vous voyez, ils ont renoncé à ceci, ils ont renoncé à cela. Je pense qu'il vaudrait davantage de stabilité, de cohérence dans l'élaboration de ces programmes politiques, étant entendu qu'on sait très bien que on n'arrive jamais du premier coup à réaliser l'intégralité de son programme. Bon, tout en sachant qu'en plus, les programmes en face, bon, c'est pas non plus... non, c'est pas très brillant non plus. Pas très brillant, quoi. Hein, bien sûr. Et justement... Il y a une chose que je souhaiterais qu'il fasse sur le plan économique, qui ne coûterait pas un centime à l'État, au risque de fâcher certains défenseurs de la nature, je dirais, c'est de permettre aux agriculteurs qui le souhaitent, quand ils sont propriétaires de leurs champs, lotir une partie constructible pour la construction de maisons individuelles, voilà. Ce qui leur permettrait d'abord de rembourser leur crédit, leur tracteur, etc. Chacun sait que le coût de la valeur du terrain agricole, c'est 3 € le mètre carré, et que c'est multiplié par 60, 70 quand ça devient constructible. Et là, nous avons une situation extraordinaire en France, à laquelle peu de gens réfléchissent, qui est que l'on raréfie artificiellement le foncier, de telle sorte que le foncier coûte une fortune, et que quand des salariés moyens, un couple de salariés a dû sortir 100 000 ou 150 000 ou 200 000 euros pour acheter un petit lopin de terre, évidemment, ils n'ont plus les ressources pour construire quelque chose qui est dans les matériaux en harmonie avec le style de la région. Et je crois que si on se montrait plus libéraux, en quelque sorte, sur la constructibilité. Alors je sais qu'il y a des urbanistes qui vont dire « mais c'est abominable, c'est le mitage du territoire, c'est tout ça, etc. » Non, je pense que l'aspiration à une maison de famille est une aspiration qui existe chez beaucoup de Français, y compris de Français modestes, et que cette aspiration est légitime et qu'elle pourrait être satisfaite, ce qui relancerait la construction, et notamment la construction de logements. Dites-moi, comment vous sentez le pays ? Est-ce qu'on est dans une forme de pré-guerre civile ? Est-ce que le RN, justement, est condamné à réussir, sinon, derrière, c'est l'arme et le sang ? Ça, je ne sais, ça, je ne veux pas vous dire. Oui, je pense qu'il faut qu'il réussisse, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'il réussisse, parce que si jamais il échouait, et si jamais la coalition totalement hétéroclite de la gauche et de l'extrême gauche l'emportait lors d'une élection ultérieure, je pense que ce serait là vraiment une catastrophe pour le pays. Parce que là, on peut dire, sans se tromper, qu'on est dans une situation qu'on n'a peut-être pas connue, enfin on arrivera peut-être dans une situation qu'on n'a peut-être pas connue de notre vivant, nous cinq ici, là. Enfin, j'ai l'impression qu'on est même... dans une situation... Vous savez, en mai 68, c'était quand même pas mal. Hein. Oui, mais on était encore sur les 30 glorieuses. Économiquement, c'était encore sympathique. Le pays était homogène ethniquement. Oui, mais ça a failli quand même. Et là, le pouvoir a vacillé quand même, à un moment. Hein. Et je pense que la gauche est heureusement moins forte qu'elle ne l'était à l'époque. Oui, mais là, aujourd'hui, on a la gauche qui est pire que la gauche de l'époque, idéologiquement. Étant donné qu'elle est wokiste, indigéniste, tout ce que vous voulez, absolument. On a l'immigration. Les gens, avant, gagnaient leur vie, n'étaient pas au chômage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a le terrorisme, l'islam, tout ce que vous voulez. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on vit une poudrière, quoi. C'est vrai. C'est l'aboutissement logique des politiques qui ont été menées ou qui n'ont pas été menées, alors qu'elles auraient dû l'être au cours des décennies qui précèdent. Mais comment réussir face à tout ça ? Il n'y a pas de remède miracle. Je pense qu'il faut s'attaquer à chaque dossier, puis essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Il faut relancer une politique familiale, par exemple. Alors la préférence nationale qui scandalise tant. Moi, j'entends des âneries absolument incroyables. Il n'y a pas plus tard qu'hier sur LCI, par exemple, il y avait M. Maurice Safran qui disait
L'excellent monsieur Maurice Safran. L'excellent monsieur Maurice Safran qui disait mais la suppression du droit du sol, c'est terrible. Je ne serais pas devenu français, par exemple, s'il n'y avait pas eu le droit du sol. Mais M. Safran n'a pas compris. Notre politique, c'est de faire en sorte que la nationalité française s'hérite, si on a des parents français, ou se mérite. C'est-à-dire que c'est vrai que si on est né sur le territoire français, si on a résidé un certain temps, qu'on a eu de bonne vie et mœurs, qu'on a montré sa volonté de s'adapter à la société française, on peut devenir français. Simplement, on aurait demandé à M. Safran une manifestation de volonté personnelle. Surtout que voilà, le droit du sol, oui. C'est la monarchie, et le droit oui. du sang, c'est quand même à la base de la République. Oui, accessoirement, Ah si oui. on peut dire, bien sûr. Donc, il fallait peut-être que le journaliste en face aurait dû le lui dire. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, cher Bruno Gollnisch. On va passer la grande discussion entre nos amis et vous-même. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.